Bienvenue Léa à Wecast. Je te présente Greg, Enchanté. qui sera mon Enchanté. co-animateur. Et on va envoyer tout de suite le jingle. Un week-end, un métier, un podcast. Wecast. Comment tu l'as trouvé? Il est vraiment surprenant. Alors Wecast, en fait, c'est très simple. C'est un podcast qui s'intéresse à ton parcours et à ton travail que tu fais actuellement. Et le but, c'est que tu nous dises de te présenter quel travail tu fais dans un premier temps. Et après, qu'est-ce qui t'a amené à faire ce que tu fais aujourd'hui? D'accord. Donc, je parle de mon travail actuel, C'est de ça. mon quotidien. C'est ça. Ok. Et après, on prend la machine dans le temps D'accord, ça et marche. on regarde qu'est-ce qui t'a amené là. Ça marche. Eh bien, aujourd'hui, je suis orthophoniste en libéral à la campagne, puisque je travaille dans la petite ville de Love, à côté de Masevaux. Je décris un peu plus, peut-être? Non, Ça suffit. Tu peux repartir dans le... On en parlera après. D'accord. Et qu'est-ce qui m'a emmenée là? Eh bien, j'ai toujours beaucoup aimé la langue française, mais aussi les langues étrangères, comme l'anglais particulièrement. Et quand j'étais lycéenne, je pensais m'orienter vers les professeurs de langues étrangères, ou peut-être professeur de français dans un pays étranger. Et on m'a parlé de l'orthophonie. C'est quelque chose auquel je ne m'étais pas trop intéressée. Mais quand j'ai découvert le métier, j'ai trouvé que c'était très intéressant. Le côté, effectivement, communication avec tout ce qui est la langue, le lexique, la syntaxe. Et puis le côté aussi rencontre, puisque j'étais partie pour être dans l'échange. Et là, effectivement, c'est un métier qui est beaucoup en lien avec l'autre. Donc, je me suis intéressée. Et après, j'ai passé des concours et j'ai fait des études à Nancy d'orthophonie. Et tu l'as découvert comment? Eh bien, c'est lorsque je cherchais mon orientation au lycée que la femme de mon père m'a parlé de ce métier-là en me disant c'est un métier pour lequel on est en recherche de professionnels. Il y a beaucoup de débouchés, puisqu'à l'époque où j'étais étudiante et lycéenne, c'était vraiment le mot qui était un petit peu la menace, trouver quelque chose qui a du débouché. Donc, je me souciais d'avoir un métier où je puisse travailler une fois mes études terminées. Et du coup, je me suis intéressée à ce métier-là, qui m'a beaucoup plu quand je l'ai découvert. De par la diversité de ses possibilités, c'est vraiment très vaste, en fait, l'orthophonie. Et de par la diversité des rencontres possibles aussi. Donc, tu as fait un lycée classique. Oui. Et après, tu as directement enchaîné sur des études d'orthophonie, c'est ça? J'ai fait une année de préparation des concours. Ok. Parce que j'ai essayé les concours l'année de mon bac. Et c'était beaucoup. Okay. C'était dense, il y avait beaucoup de choses à apprendre. Donc, j'ai fait une année de préparation de concours. C'était très, très intéressant. J'ai adoré cette année où j'ai en fait fait beaucoup de culture générale. Enfin, c'était beaucoup de cours de culture générale, du français assez poussé, mais autant je m'y intéressais pas du tout pendant ma scolarité au collège. C'était vraiment quelque chose qui ne me passionnait pas trop. Et je pense que j'étais pas prête à cette époque-là. Je pense aussi que peut-être les professeurs que j'ai eus, c'était pas ceux qui m'ont le plus intéressée à la matière. En tout cas, quand j'ai eu 19 ans ou 18 ans et que j'ai réappris tout ce que c'était la structure de la phrase, ça m'a vraiment passionnée. Et puis peut-être aussi que je savais pourquoi je le faisais, donc ça m'a plus intéressée. Ça avait plus de sens, quoi. Oui, ça avait plus de sens. Et puis après aussi, tout ce qui était apprendre... l'histoire de l'art, la géopolitique, la géographie, enfin l'histoire. C'était vraiment, j'avais l'impression de passer, parce que c'est vrai que le lycée, j'ai trouvé que le contenu des cours
n'était pas forcément ce que j'attendais. Ça me nourrissait pas tellement spirituellement. Et alors là, j'avais l'impression de me réveiller sur un nouveau monde. C'était vraiment, vraiment passionnant. J'ai adoré préparer les concours d'entrée en orthophonie. Vraiment, c'était une belle année. Et après, par chance, j'ai eu un concours. Et puis, c'est parti, quoi. Le concours, du coup, c'est pour rentrer dans l'école d'orthophonie? C'est ça, Et c'est à dure- l'entrée. Ça dure combien de temps, du coup, l'école? À l'époque, ça a duré 4 ans. Et maintenant, c'est passé à 5 ans. Ok. On a été reconnu master. Ah. Ouais, c'est chouette. Et du coup, tes 4 années, ça s'est bien passé? Oui, pareil, c'était vraiment passionnant. La première année d'école d'orthophonie, c'était plus sur comment se constitue le cerveau, le développement de l'enfant, les maladies neurologiques. C'était vraiment assez vaste. Puis plus on avançait dans les études, plus c'était ciblé sur notre métier. Mais au départ, c'est vraiment l'anatomie ORL, vraiment les nerfs crâniens, et puis la psychologie du petit enfant. C'était vraiment, vraiment passionnant. Du coup, tu finis tes études. Ensuite, tu te lances direct en libéral? Non. Ou, Alors, j'ai un petit syndrome de l'imposteur, comme beaucoup de gens. Donc, quand j'ai terminé mes études, j'ai voulu aller dans un endroit où je serais entourée d'autres professionnels avec lesquels échanger. C'est vraiment quelque chose qui était essentiel pour moi. On développera le syndrome de l'imposteur plus tard dans l'émission. C'est Maxime du futur et je vous renvoie à votre podcast favori tout de suite. En plus, je ne me sentais absolument pas assez armée pour travailler seule. Et puis, en plus, ça ne m'intéressait pas d'être toute seule. Donc, j'ai commencé par travailler à l'hôpital de Mulhouse, dans un service de rééducation, avec tout un panel d'autres professions médicales et paramédicales. Il y avait des médecins, des kinés, des ergothérapeutes, des infirmiers, des psychomotriciens, vraiment beaucoup de monde. Et le fait d'être avec tous ces gens, il y avait d'autres orthophonistes aussi, c'était vraiment très soutenant pour moi d'avoir tout ce monde-là avec moi pour commencer. Et c'est vrai que la richesse de la pluridisciplinarité, c'était un bon soutien pour commencer une carrière. Donc là, tu arrives à Mulhouse après l'école à Nancy. C'est ça. Mais l'Alsace, c'est ta région d'origine ou c'est... Oui, je suis née à Mulhouse. Et puis à l'époque, j'étais amoureuse de quelqu'un qui vivait dans le coin. Donc ça a coulé de source que je vienne commencer ma Souvent, carrière hein, ici. quand même. Oui. Eh ben, sinon, je ne serais pas du tout revenue ici, je pense. J'aurais profité du fait que justement, c'est un métier où il y a de la recherche, où il y a une offre large pour aller faire des remplacements, même en hôpital ou en structure, mais un peu partout. Mon rêve, c'était d'aller à Nouméa. J'aurais vraiment rêvé d'aller en Nouvelle-Calédonie. Ok, merci. J'avais demandé pour les gens nuls en géo, c'est où Nouméa? C'est très, très loin. C'est la ville française la plus éloignée d'ici. Ok. C'est après l'Australie. Ok. Et pourquoi c'est plus un rêve alors? C'était un rêve. C'était un rêve. Alors, j'ai pu aller 1 an à La Réunion, ce qui était aussi un rêve. Et maintenant, j'ai d'autres projets de vie qui font que je suis bien ici. J'ai un fils d'1 an et demi et je trouve ça très agréable qu'il grandisse près de ses grands-parents. Je voulais te poser une question parce que je crois qu'on ne l'a pas défini en début d'émission, mais qu'est-ce que c'est concrètement orthophoniste? Alors, l'orthophoniste, c'est quelqu'un qui s'occupe de la communication orale et écrite, mais aussi de tout ce qui tourne autour de la sphère ORL. Donc, la voix, la déglutition et tous les mouvements de la face et de la langue, les muscles qui interviennent finalement dans la parole, les lèvres, les joues. Il y a aussi toute une partie cognitive, puisque le langage, c'est une fonction cognitive. Donc,
On est amené à travailler aussi parfois tout ce qui est lié au langage, parfois un petit peu les connaissances qui sont dans notre mémoire à long terme, parfois l'attention, même si c'est plutôt un autre corps de métier qui va travailler l'attention pure, mais on peut être amené à travailler des choses qui sont liées au langage, donc la mémoire, l'attention. Et tout ce qui est langage écrit va nous amener parfois à travailler des choses comme la discrimination visuelle, donc le fait de reconnaître des formes proches, le fait de différencier des intrus, etc. Enfin, on va travailler avec des personnes qui sont parfois très très jeunes, parce que quand il y a des difficultés pour se nourrir, eh bien, on peut intervenir dans les premiers mois de la vie et puis on va accompagner les gens jusqu'à la fin de vie, puisque dans les maladies neurodégénératives, il y a la perte souvent du langage aussi ou des difficultés de déglutition. Donc, on intervient vraiment du début à la fin de vie et pour des pathologies très diverses. Personnes qui sont sourdes, personnes qui ont eu des traumatismes crâniens ou des maladies neuro. Voilà, difficultés que l'on connaît plus souvent liées aux troubles des apprentissages, donc difficultés d'entrer dans le langage oral ou dans le langage écrit. Et puis après, tous les handicaps, finalement, qui vont avoir des difficultés de communication ou de langage. Ok. Ça a l'air ultra vaste. C'est très vaste. Du coup, est-ce que tu as une spécialité ? Enfin, dans le sens, je pense que forcément, c'est compliqué d'avoir une vision sur tout, d'avoir une connaissance globale, mais je veux dire, du coup, tu as quelque chose sur lequel tu es plus à l'aise ou sur lequel tu réagis plus, toi ? Alors moi, j'ai commencé à travailler donc en rééducation, c'était avec des adultes qui sortaient d'unités d'éveil, enfin de réanimation. Donc souvent des gens qui avaient eu un AVC ou un traumatisme crânien. Et je me sens assez à l'aise avec la population adulte. J'ai aussi beaucoup travaillé avec des personnes qui avaient des maladies qui avaient une incidence sur la voix. Donc c'est vrai que la voix, même si je ne suis pas la plus spécialiste dans la voix, c'est quelque chose quand même avec lequel je me sens à l'aise. Et puis j'ai aussi travaillé en pédopsychiatrie et dans un centre ressources autisme. Donc, c'est des domaines où je me sens assez à l'aise aussi, la petite enfance et l'autisme. Mais j'aime beaucoup travailler avec beaucoup de personnes différentes, avec des parcours très différents. Et j'aime beaucoup travailler avec l'entourage familial. Je trouve ça vraiment important de pouvoir inclure l'entourage familial pour que ce que je travaille lors de ma séance hebdomadaire puisse avoir des répercussions sur la vie vraiment des personnes. Puisque c'est vrai que maintenant que je suis en cabinet, je vois les gens beaucoup plus rarement. À l'époque, quand ils étaient hospitalisés, je les voyais peut-être 2, 3, 4 fois par semaine. Et maintenant que je suis dans un cabinet, eh bien, les gens ont un rendez-vous par semaine ou 2 maximum, mais beaucoup moins fréquent que quand ils sont hospitalisés. Donc, c'est vrai que l'apport de l'entourage est une richesse pour leur progrès. Donc, tu nous parlais de ton entrée au GHR, oui. Après ton école. Oui. Et là, on vient de parler de ton quotidien et du cabinet. Donc, combien de temps a duré l'expérience au GHR et est-ce que tu peux nous en parler ? J'étais 4 ans à l'hôpital. J'ai donc commencé avec les adultes dans un pôle de rééducation fonctionnelle. Après, dans ce pôle-là, il y a plusieurs services. Donc, j'ai été dans 3 services pour commencer. Un qui était une hospitalisation complète. Un, c'était de l'hospitalisation de jour. Donc, les gens étaient rentrés à domicile, mais ils venaient encore à l'hôpital plusieurs jours par semaine. Et il y avait aussi une équipe où on se déplaçait au domicile. C'était l'équipe mobile AVC et l'équipe mobile traumatisme crânien, donc TC, qui allaient au domicile des personnes pour apporter des aides à leur domicile. Et à un moment donné, j'ai eu envie de travailler aussi avec un public plus jeune. Donc j'ai demandé à être mutée au sein de l'hôpital pour travailler toujours avec les adultes à domicile. Et je travaillais aussi en pédopsychiatrie, donc avec
des enfants de 3 à 10 ans, on va dire. Est-ce que dans ton parcours professionnel, tu as eu un moment une difficulté particulière soit par rapport à un patient et du coup, tu as dû trouver une autre façon de faire pour pouvoir régler, ou alors même dans ton parcours à l'école ou autre? Par rapport aux patients uniquement ou... Pas nécessairement, ou même par rapport à toi, par rapport à des moments de doute ou ce genre de choses qui peuvent arriver en cours de carrière. Alors, moi, s'il y a une difficulté qui me vient directement, c'est plus les difficultés institutionnelles. C'est-à-dire que à l'hôpital, malheureusement, on a bien senti le côté arrivé du fait d'être rentable. Et c'est quelque chose qui me gêne beaucoup. À partir du moment où on travaille avec les gens, je n'ai pas envie de compter mon temps et je n'ai pas envie de devoir calculer combien de séances faire pour être rentable. Et j'ai surtout envie que les liens avec les gens aient du sens. Et c'était difficile pour moi qu'on me dise combien de temps je devais mettre avec chaque personne. Et c'était encore plus difficile de voir mes collègues infirmiers ou aides-soignants devoir aller vite avec les personnes et ne pas être disponible. Enfin, c'était vraiment plus ça qui était compliqué pour moi, le fait de devoir répondre à une question d'administratif et de budget. J'avais l'impression que c'était pas ce qui me concernait et c'était pas le patient, c'était pas son souci non plus. Et j'avais vraiment l'impression aussi de voir que il y avait une baisse de la qualité des soins quand on était soumis à des contraintes comme celle-ci. Une certaine déception, du coup, enfin une désillusion par rapport à... Oui, et puis je pense que vraiment... j'ai grandi avec une tante psychomotricienne qui nous racontait à table ses histoires de travail et également le temps qu'ils avaient en équipe pour échanger autour des patients et passer du temps à se nourrir. J'appuie sur pause encore une fois, simplement pour vous prévenir que je vais tousser dans le micro. Je suis désolé. Sur des lectures d'articles, des échanges par rapport à leurs formations respectives et entre des équipes qui étaient effectivement vraiment pluridisciplinaires. Et ça, c'est quelque chose qui a disparu aujourd'hui. Les gens, souvent, enfin, moi la première, j'étais sur plein de services différents, donc les temps de réunion, c'est compliqué. Enfin, j'ai choisi d'être orthophoniste pour être avec des patients ou avec mes collègues, mais pas uniquement avec mes collègues lors de réunions. Il y avait énormément de réunions. Ça, c'est dans les institutions, c'est souvent le cas. Et du coup, c'était toujours très compliqué parce que il y avait jamais tout le monde lors des réunions. Donc, pour parler de patients, c'était un peu appauvri. Et du coup, tous ces facteurs-là font que j'ai trouvé que ça avait un peu moins de sens. Je pense qu'il y a des services où ça fonctionne bien, où les équipes ont le temps et où ils arrivent à échanger de manière riche sur leur pratique. Et je pense qu'il y a des services qui sont un peu tiraillés par le manque de personnel, le manque de professionnels et le manque de temps ensemble ou le manque de temps d'échange. En tout cas, la richesse que j'avais entendue, la richesse qui m'avait été décrite, ce n'est pas ce que j'ai vécu. Donc c'est vrai que ça, c'était un petit peu dommage. Est-ce que tu penses que c'est lié au fonctionnement de l'hôpital aujourd'hui de façon générale, même si tu disais qu'il y avait des services où ça se passait mieux, ou est-ce que tu penses que c'est un manque de reconnaissance de l'orthophonie dans le milieu hospitalier ? Non. Alors là, pour le coup, l'orthophonie, j'ai toujours eu l'impression d'avoir un tapis rouge déroulé devant moi. Et c'était très agréable. Je dois avouer que comme c'est une profession où il y a beaucoup d'offres d'emploi et un peu moins de personnes qui postulent, c'est vrai que j'ai toujours été très, très bien reçue. Mes collègues et mes cadres ont
globalement été très, très agréable. C'est plus le côté, je pense, paupérisation du service public en France. Hein. Là, on est vraiment sur la dégradation de tout notre service public. Que veut dire paupérisation? Parce que du coup, je ne connais pas ce mot. C'est la pauvreté, l'appauvrissement. Ok. Et c'est tous ces facteurs-là qui t'amènent à devenir libéral, ou c'était déjà une fin en soi d'être libéral un jour, ou ça a précipité ton... Je suis partie après mes 4 ans à l'hôpital, faire 1 an à La Réunion. Et j'ai continué, grâce à cette année à La Réunion, à me former dans l'autisme. Mais c'est vrai que là encore, j'ai été confrontée à beaucoup de réunions. Et des réunions qui, pour moi, n'étaient pas ce que j'attendais d'une réunion. Pour moi, une réunion doit nous stimuler sur le plan du travail. Et là, c'était beaucoup plus de choses très terre-à-terre et très administratives. Et j'avoue que moi, l'administratif, c'est pas ma tasse de thé. C'est vraiment pas mon point fort. Mais du coup, tout ce qui est lien avec les services ou budget, enfin des choses comme ça me dépasse et ça ne m'intéresse pas autant que ce que l'on fait auprès des enfants, du public que l'on accueille. Donc, une fois que j'ai vécu ça, et puis aussi, c'est vrai que j'avais vraiment un gros appétit pour me former dans plein de domaines. Mais quand on est salarié, on a les formations, pas toujours celles que l'on choisit. On n'a vraiment pas le choix. Et j'avais envie de faire plein de choses. Et c'est vrai que une fois que j'ai pu m'installer à mon compte, je me suis offert plein de formations. Et ça a été vraiment une joie de pouvoir choisir les formations que j'ai faites. Donc ça a été un gros avantage de l'installation libérale. J'avais aussi très peur d'être toute seule, mais en fait, j'ai découvert qu'il existait les maisons de santé. Elles se sont quand même développées assez récemment. Quand j'ai commencé en 2012, c'était pas tellement commun. Oui, c'était pas trop répandu, mais là, aujourd'hui, il y en a plein partout. Et du coup, là, je travaille dans un cabinet où on est une 20aine. Donc, il y a du monde... Je ne déjeune pas seule, c'était essentiel. Puis j'ai du monde avec qui parler. Il y a aussi plein de professionnels différents, donc c'est très riche aussi. Ouais. Tu parlais au début de ton parcours que ton travail te permettait de faire des rencontres. Du coup, c'est via les formations que tu fais ces rencontres-là? Ou c'est directement avec la patientèle? Ou c'est auprès de tes autres confrères et consoeurs? Je pensais le côté relation avec la personne en face, donc plutôt les patients, les familles des patients, mais aussi quand même beaucoup les collègues. Pour moi, c'est essentiel d'avoir des collègues. J'ai besoin de parler de ce que je vois avec d'autres gens. Et je me sentirais incapable de travailler seule. Est-ce que ton travail te permet de faire des passerelles? Ou alors d'aller, pas grignoter, mais de plus... t'intéresser à des domaines qui sont proches de l'orthophonie? Oui, mais alors du coup, comme je travaille avec... donc là, dans le cabinet où je suis, il y a une autre orthophoniste, mais il y a aussi kiné, ergo, psychomote, sage-femme, infirmier. Là, du coup, ça a fait que... et psychologue aussi, c'est vraiment passionnant. Du coup, quand j'ai des questions, c'est superbe. Là, j'ai vraiment la possibilité de les poser à tous mes collègues. Et... l'avantage, c'est que comme j'ai gardé encore contact avec les gens avec qui je travaille à l'hôpital, j'ai aussi parfois le réflexe de m'adresser à eux. Et c'est vraiment très soutenant aussi de pouvoir toujours me retourner vers quelque chose de connu et d'être épaulée par des gens que je connais et qui savent aussi, par exemple, comment orienter un patient ou... à qui m'adresser pour telle ou telle question. Enfin, vraiment, c'est très, très enrichissant et très gai de pouvoir faire ça. Ça me
ça me semble essentiel et en plus, je me sens beaucoup moins seule. Je pense qu'il y a des personnes qui sont seules pour pratiquer et ça doit être difficile. En tout cas, moi, je trouverais ça très, très dur. Et est-ce que tu peux nous raconter comment se passe un suivi de consultation quand tu as un nouveau patient? Comment se passe le diagnostic? Comment se passe ton travail? Donc, pour l'instant, nous travaillons sur prescription médicale. C'est en train de changer, mais les personnes arrivent avec une ordonnance, avec écrit bilan orthophonique et rééducation si nécessaire, quelle que soit leur difficulté. Hein. Ça peut être donc la personne qui a une extinction de voix, comme un enfant de 4 ans qui n'arrive pas à être compris par ses camarades ou son entourage. Et donc, on va faire un bilan. Et le bilan, c'est une première rencontre avec, en général, le patient, s'il est adulte, et son entourage, si nécessaire, ou le patient enfant avec ses parents. On va parler un petit peu de ce qui les a amenés à me consulter. Et ensuite, il y a des épreuves qui sont normées, c'est-à-dire qu'elles ont été passées près de centaines d'autres personnes pour avoir un résultat qui se compare à une moyenne obtenue par toutes les personnes qui ont fait les tests avant. Donc, on a des épreuves normées et on compare les résultats des gens aux moyennes et si besoin, on propose un suivi. Parfois, ça arrive que les personnes ont des résultats tout à fait dans la moyenne et donc je ne les suis pas et je suis très contente pour eux qui n'aient pas besoin de suivi orthophonique. Si besoin, je suis. Est-ce que ça t'est arrivé du coup de ne pas pouvoir prendre un patient parce que tu n'estimais pas avoir les compétences ou parce que la problématique était trop lourde pour toi? Oui, ça m'est arrivé. Il y a certains handicaps qui sont très lourds et qui, pour moi, sont plus de l'ordre d'une structure pluridisciplinaire que d'un cabinet en libéral avec des locaux adaptés. Et donc, j'ai quand même une patientèle handicapée au cabinet, mais pas avec des handicaps qui feraient qu'ils seraient en danger dans nos locaux. Okay. Voilà. Ou c'est arrivé aussi qu'on nous appelle pour des pathologies où je ne me suis pas plus formée suite à mon parcours initial. Et là, je me sens pas assez compétente. Donc, je l'annonce en fait. Alors aujourd'hui, comme on est dans une grande structure, il y a quelqu'un on a 2 secrétaires, donc ce sont elles qui prennent les demandes. Et après, on valide les demandes ou pas. Mais par contre, elle rappelle les gens pour dire, écoutez, il vaut mieux vous adresser à telle ou telle personne parce que ici, ça n'est pas adapté. Par exemple, moi, je ne suis pas tellement formée pour la surdité et les implants. Il y a des enfants qui ont des implants cochléaires, par exemple. Et donc, il y a des orthophonistes qui travaillent pour aider à percevoir mieux les sons, à pouvoir développer le langage oral avec les implants dans l'oreille interne. C'est ça les implants cochléaires. Oui, c'est ça, c'est l'oreille interne. J'ai bloqué. C'est une surdité profonde. Okay. Et donc, il y a des implants. C'est vraiment formidable, mais c'est quelque chose qui est très technique et c'est quelque chose que je ne me vois pas faire sans formation complémentaire à ma formation initiale. Et après, voilà, c'est tellement large parce qu'il y a le bégaiement, il y a la surdité, il y a beaucoup de maladies neurodégénératives, il y a toute la partie Alzheimer. Enfin, c'est vraiment très large. Donc, c'est vrai que notre formation initiale balaye beaucoup de choses, mais c'est important quand même d'aller plus loin. J'ai des collègues, par exemple, de promo qui, elles, se sont spécialisées dans toute la partie un petit peu motrice de la voix et beaucoup plus un suivi beaucoup plus proche de ce que pourrait être un ostéopathe de la voix.
Donc voilà, il y a des formations là-dedans. Moi, j'ai beaucoup aimé me former en logico-mathématiques quand je me suis installée en libéral. Et c'est quelque chose qui n'est pas forcément suffisamment traité lors de notre formation initiale. Pareil, l'autisme, c'est quelque chose qui me passionnait quand j'étais étudiante. Mais à l'époque où j'ai été étudiante, ce n'était pas très développé en termes de rééducation possible, de choses à mettre en place. C'est vraiment grâce à mes formations lors de mes années en salariat que j'ai pu développer ma pratique avec ce public-là. À quel point ton travail t'a changé, toi? Dans le sens, est-ce que tu as la sensation de dire que si jamais tu n'avais pas fait ce travail-là, tu ne serais pas la même personne, mais pas par rapport au point de vue des connaissances, mais même en point de vue de conscience des choses et de... C'est un métier où on est, comme je le disais plus tôt, il y a beaucoup de demandes. Donc, c'est vrai que je suis arrivée sur le marché du travail en me sentant attendue. Donc déjà, ça, je pense que c'est quelque chose d'assez exceptionnel de trouver du travail. Enfin, je veux dire, j'ai été diplômée un jour et le lendemain, je signais pour être embauchée. Enfin, je pense que j'ai pas d'autre expérience. Donc, je ne sais pas ce que c'est pour les autres personnes, mais j'imagine qu'il y a beaucoup de gens qui cherchent du travail. Et nous, on se fait presque démarcher pour travailler. Donc, c'est déjà quelque chose d'exceptionnel. Enfin, quelle chance. J'ai vraiment toujours été... je me suis toujours considérée comme chanceuse de faire ce métier-là parce que j'ai du travail. Et en plus, c'est un travail qui me plaît. Mais vraiment, donc cette chance-là, je pense que ça m'a vraiment... ça m'a modelée. Puis, je suis quelqu'un d'assez sensible et je pense que ça m'a permis... Ça m'a soutenue, je pense qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup plus confiance en moi qu'il y a 10 ans. Et c'est grâce à ce métier aussi où j'ai trouvé une place, où c'était valorisant d'être orthophoniste. Enfin, je pense que vraiment, ça a changé, oui. Le syndrome de l'imposteur s'efface? Non. Alors, pas du tout. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que c'est que le syndrome de l'imposteur? Oui. C'est quelque chose où on a l'impression de ne pas être à la hauteur pour la tâche qui nous est attribuée. Alors, en orthophonie, ça va mieux. Mais je le développe dans plein d'autres domaines. mais ça va. En fait, je prends de la distance avec ce qu'il faut faire. Je ne sais pas si vous connaissez Guillaume Meurice qui a fait l'éloge de la médiocrité. Et ça m'a vraiment parlé et je me suis dit, bah oui, c'est vrai, on n'a pas besoin d'être tout le temps excellent. Si déjà on est médiocre, c'est très bien. Mais sortir de la compétition, hein, je crois que c'est ce qui. Oui, je pense que c'est ça. Mais moi, j'ai jamais été en compétition. Enfin, j'aime pas la compétition avec les autres, mais je pense que je me mettais la barre très haut. Et le syndrome de l'imposteur, oui, c'est vraiment le fait de ne pas se sentir légitime. Et en fait, quand j'en parle autour de moi, je vois beaucoup de gens qui ressentent la même chose. C'est assez... Et puis, souvent, on finit par être entouré de gens qui nous ressemblent. C'est à double tranchant. Mais en tout cas, dans mes amis que j'ai eus grâce à mes expériences professionnelles, je reconnais ceux qui ont le syndrome de l'imposteur et on en rigole bien. On est très fort pour le dissimuler. Mais on a l'impression d'être caché par un masque. Et derrière, il y a complètement autre chose.
Oui, c'est genre, oui, bien sûr, je suis madame, oui, oui, oui. Puis derrière, c'est, Je sais pas ce que je fais. Avec plein de certitudes qu'est-ce dans que les je dois phrases. faire? Oui, oui, c'est ça. Mais bien sûr. Non, j'avoue que quand je ne sais pas, je le dis. J'avais une question par rapport à si maintenant il y avait quelqu'un qui voulait faire le même parcours que toi, qui voudrait devenir orthophoniste, quelles compétences tu lui conseillerais de développer ou que tu aurais aimé savoir à l'époque où tu t'es lancé dedans? Est-ce que vous pouvez reposer la question? Bien sûr. Pour quelqu'un qui aimerait devenir orthophoniste, Oui. quelles compétences seraient intéressantes de travailler à tes yeux pour l'orthophonie ou pour les études Alors, ce qui est difficile, c'est le côté compétence à travailler, parce que effectivement, il y a toute la charge de choses à apprendre. Ça, c'est essentiel. Il faudra apprendre tout ce qui est lié, comme je disais avant, au développement neurologique, au cerveau, à l'anatomie. Mais ça, ce sont des choses qui sont plus de l'ordre du travail à fournir. Après, pour moi, il y a des qualités à avoir et c'est difficile de les travailler. En tout cas, j'ai rencontré plein de monde pendant mes études et je trouvais qu'il y avait toute une partie de mes camarades qui avaient un profil semblable. Parce qu'en général, quand on se dirige vers les métiers du soin, c'est qu'on aime le rapport à l'autre, c'est qu'on a envie d'apporter quelque chose aux autres. Et c'est aussi qu'on est prêt à être disponible, à être à l'écoute de l'autre. Et si ce n'est pas le cas, pour moi, on peut être très intelligent et très, très fort. Mais si on n'a pas cette disponibilité à l'autre, c'est fichu, quoi. Enfin, j'ai rencontré des gens brillants, mais à partir du moment où on n'a pas l'écoute et l'attention fine qui permet de voir, par exemple, lors d'un entretien, d'un premier entretien, qu'il y a une tension entre les parents ou qu'il y a des choses un petit peu non dites, qu'il y a des choses plus sensibles. Pour moi, c'est vraiment ces choses-là qui vont être précieuses à prendre en compte. C'est pas possible, enfin c'est impossible pour moi de me dire que tout ce qui est technique suffit dans l'orthophonie. C'est une part forcément qui est très importante, mais il y a aussi tout ce qui est plus d'ordre psychologique finalement. Et là, c'est quelque chose qu'on développe en tant que personne. Donc c'est vrai que si quelqu'un veut devenir orthophoniste, je pense qu'il faut qu'il soit passionné par la diversité qu'offre notre humanité et qu'il soit passionné par les autres et le fonctionnement de chacun pour pouvoir atteindre un plaisir dans sa pratique, parce que ça va être le fait de rechercher comment chacun fonctionne et le fait de rechercher comment accompagner chaque personne pour lui permettre de progresser. Et c'est ça qui va être intéressant. Si on se satisfait juste de faire passer des épreuves et d'appliquer des techniques de rééducation, on passe forcément à côté de choses primordiales, je trouve. Ok. Toi, t'as envie de poser une question? Ça se voit dans ton regard. Je me suis approché. C'est étonnant parce qu'en fait, on a l'impression que dès le lycée, tu savais vers quoi aller. En tout cas, peut-être pas vers l'orthophonie tout de suite, mais en tout cas vers les métiers du langage, c'est ce que tu disais. La question que je vais me poser, mais là j'ai l'impression que ça va être difficile, c'est de savoir s'il y a des moments tu as douté, tu t'es dit tiens, j'aimerais faire autre chose. J'ai un truc dans ma tête qui reste dans un coin. Peut-être que des fois, est-ce que tu as eu envie de changer? Alors,
Donc, au lycée, je pensais faire soit prof d'anglais en France, soit prof de français dans un pays anglophone. Et je suis tombée amoureuse, donc j'ai su que ça allait être en France et dans la ville où j'avais fait mon lycée. Après, il y a plein de choses qui me passionnent. Donc, je rêve souvent que je change de casquette. Par exemple, j'adorerais écrire des livres pour enfants, des livres jeunesse. C'est quelque chose... c'est... Quand j'étais à l'école primaire, je voulais être poète. C'était ça mon but de vie. De carrière. Oui. Et j'ai été éduquée par une mère seule, donc elle m'a vite dit ma chérie, poète, c'est très très bien, mais moi je veux que tu puisses être autonome dans la vie. Donc ça, c'était aussi une injonction maternelle très forte que je puisse m'en sortir seule. Je pense qu'elle parlait d'expérience. Donc au collège, par contre, je voulais être écrivain et j'ai eu le droit un petit peu à la même rengaine. Écrivain, c'est super, mais je voudrais d'abord que tu te nourrisses, mon enfant. Donc j'ai trouvé quelque chose qui m'a nourrie, mais qui me nourrit toujours. Donc c'est quand même quelque chose que je garde, qui même si en fait, là, pour le coup, je pense qu'il faudrait vraiment que je me mette un coup de pied pour pouvoir passer du fantasme à la réalité. J'ai toujours plein d'idées que je note dans mes petites notes sur mon téléphone portable. Le soir, quand je me couche, j'ai Je connais ce serait super comme histoire pour enfants. Et donc, j'ai quelques idées d'histoires pour enfants. Mais c'est pas encore fait. Même du matériel pour orthophonistes, en fait, j'ai plein d'idées parce que parfois, face à mes patients, je me dis ça serait super d'avoir un truc comme ça, et puis je me le note, puis après j'en fais rien. Alors moi, tu le notes déjà. Oui, et ça t'évite je au moins de culpabilité de dire j'ai rien fait, je l'ai noté. Si demain je me sens l'énergie, je peux le faire. Ah oui. À une époque, j'avais beaucoup de personnes aphasiques et C'est la dernière, promis. Aphasique désigne une personne qui a perdu partiellement ou complètement la capacité de communiquer, c'est-à-dire de parler ou d'écouter. N'hésitez pas à vous abonner. j'avais surtout une dame qui adorait voyager, et je me suis dit tiens, de la compréhension de texte avec des questions sur le texte, mais qui porteraient sur, par exemple, la compréhension d'articles de voyage, ou par exemple, voilà, en Allemagne, je peux trouver tel ou tel restaurant dans telle ou telle ville. Enfin bref, ça aurait été intéressant, mais j'ai jamais fait. Est-ce que ton métier te laisse du temps pour oui, je fais beaucoup de choses. J'aime faire beaucoup de choses, donc j'ai plein de loisirs. D'ailleurs, souvent je me suis dit que si je pouvais, je ne travaillerais que le matin, et l'après-midi, je ferais des loisirs. Mais ça marche pas. Je fais de l'improvisation théâtrale, je fais de la voltige équestre. Si je pouvais, je ferais encore des cours de piano et un sport de combat. Mais et si tu pouvais, tu ferais les 4 en même temps? Oui. Alors j'adorerais mêler l'équitation et l'orthophonie. Je sais qu'il y a des orthophonistes qui font de l'équithérapie. Maintenant, ça me paraît un peu compliqué encore, mais je le garde en idée. Voilà, c'est dans l'idée. Ça peut-être un jour, je ne sais pas. Je vois que le timer tourne, donc je vais lancer la dernière rubrique de ce podcast. Alors on va écouter le jingle. L'instant de la caillasse, le blé, le pognon des pépettes. Est-ce que c'était le même? C'était différent parce que c'est pas la même chronique, mais les notes se ressemblent. Ah, c'est pour ça. L'instant moula, en fait, en France, je trouve on est très pudique de parler de ce qu'on gagne au quotidien et tout ça. Mm-hmm. Du coup, je me suis dit, pour préserver l'intimité financière de mes invités, mais que j'aimerais quand même donner une idée aux personnes qui nous écoutent de combien gagne la personne, j'ai fait des petites règles qui te permettent de transposer ton salaire en kilos de gambas, de moules, voilà, de bulots. Ça marche. Donc, je te laisse tirer la règle. Je te conseille Moi, je peux vous parler de combien j'ai gagné à mon entrée. C'est comme tu veux. Si tu veux, tu as une calculette.
C'est quoi ton téléphone? Sur ton téléphone, sinon je demande. Sinon, j'ai le mien. Ouais. Il fait quelque Ah oui, ça me paraît compliqué, je suis désolée. Non, non. Un dimanche Bah, matin. Faut prendre de ton temps. salaire, le diviser par le chiffre qui est écrit. T'as une Ok. calculette à ta. Alors, maintenant que je suis en libéral, j'ai plus du tout de salaire fixe et je saurais même pas dire combien je gagne par mois parce que d'une année à l'autre, ça change énormément. De beaucoup, parce que sinon on fait une moyenne, grosso Ah modo. ouais, non, énorme. Ok. Sinon on revient à un moment où tu étais salarié. Ouais. Ce sera peut-être plus Ouais, ouais. Donc à La Réunion, on gagne mieux que que dans le. qu'en ouais, métropole. les parce dom-toms en que, général, c'est ça. Hein. Voilà, il y a une aide parce que la vie est plus chère. Hein. Mhm. Donc je vais partir sur ce que je gagnais à La Réunion. Je pense que aujourd'hui, c'est ce que je gagnerais en hôpital avec les années d'expérience. Ok. Alors, attends. Je dois diviser. ton salaire. Tu par mets ton le Par salaire chiffre ça. et tu qui est là. divises par ça. Ok. Et ça nous donnera la quantité de. Elle va nous le dire. C'est le suspense. On ne sait pas quelle carte elle a tirée. C'est une À carte combien différente. de kilos de carpe rouge je pourrais carpe avoir par rouge. mois? Waouh. Je pourrais avoir 137 kilos de carpe rouge. C'est hyper impressionnant. Et je trouve ça beau. Ouais. Quand j'ai commencé à l'hôpital, en général, les gens sont embauchés à échelon 0. Mhm. Mais comme il y a un manque marqué d'orthophonistes à l'hôpital, j'avais été embauchée à échelon 4 ou 5 ou 6, je sais plus. Enfin bref, Ouais, direct. c'était quand même assez intéressant. Donc j'ai commencé avec un salaire de 1700 € net. Ok. Et j'avais l'impression d'avoir gagné le gros lot. Quoi. J'avais l'impression d'être à la loterie et que c'était formidable. Parce qu'avant, du coup, tu étais en études, donc tu n'avais pas nécessairement des revenus. Enfin, Non. ou alors tu faisais des boulots à côté, je pense. Oui, comme c'est la plupart ça. des Et puis étudiants. quand j'avais des jobs étudiants. Voilà. En plus, j'ai commencé par 2 étés où j'ai fait le BAFA. Donc, L'endroit qui paye le mieux ah au non, mais monde. j'avais gagné. Beaucoup de fruits de mer. J'avais calculé que mon taux horaire était de 2 €. Ça m'étonne tellement pas. Mais vraiment, hein, parce qu'on travaillait de 7h du matin à 19h et que je gagnais 325 € par semaine. 375. Bref, en tout cas, pour 12 heures sur 5 jours, c'était vraiment Ouais, pas grand-chose. pas grand-chose. Mais Donc après, hein, quand on arrive à être Ouais. embauché à 1700 € par tu mois, m'étonnes que tu j'étais vraiment... ouais, c'était incroyable, quoi. Ok. T'avais encore une dernière question, Non. Greg, parce que je posais celle qui clôt. Vas-y, Clo. Ok. Si maintenant tu devais donner un conseil à un inconnu par rapport à ton parcours de vie, un conseil où tu dis, ça c'est, je trouve, quelque chose d'hyper important, quel serait ce conseil? De s'écouter. Vraiment de faire attention à ce qu'il ressent. Et de faire attention à toutes les petites choses qui envoient des signaux, mais qui viennent de nous. Ça nous permet d'aller bien. Et ça, c'est quand même très important. Surtout dans un métier où on est là pour l'autre. Si soi-même on ne va pas bien, c'est difficile. Donc, même dans les autres métiers, hein, finalement, si on va bien, on ne peut que apporter quelque chose de bien. Et si on ne va pas bien, alors il faut remédier à ça. Donc, s'écouter pour pouvoir aller bien. Merci d'avoir assisté à WeCast. Partagez pour faire connaître ce métier. On s'écoute dans 2 semaines pour découvrir ensemble un technicien de maintenance.